Un podium, des orateurs, des dizaines de travailleurs rassemblés à la Bourse du Travail, venus écouter les mots d'ordre des responsables syndicaux. L'unité d'action syndicale remobilise sa base. Un meeting avant la grève générale des 8 et 9 juillet prochains. C'est un ouf de soulagement pour près de 200 Burkinabés vivant et travaillant en Italie. Après plusieurs mois bloqués au Burkina Faso pour fermeture des frontières due à la Covid-19, eh bien, ils ont pu regagner l'Italie dans un vol de rapatriement hier, et ce, grâce à la conjugaison des efforts de la FABI, la Fédération des associations de Burkinabés d'Italie, de l'ambassade italienne et du ministère des Affaires étrangères. Et puis, la mobilisation continue contre la propagation de la Covid-19. Eh bien, le Burkina Faso peut compter sur l'appui de la coopération belge qui met à la disposition des autorités sanitaires un centre de supervision, d'innovation et de banque de données. Bonsoir, bienvenue à ce 19h30. Avant de développer ce titre, d'abord, sachez que ce soir, nous avons un invité dans ce journal, Smarty, artiste, chanteur, musicien, auteur, compositeur, interprète burkinabé. Il a été fait le 26 juin dernier, ambassadeur bonne volonté de l'UNICEF pour le Burkina. Avec lui, nous allons parler de ses combats en faveur des enfants, mais aussi de ses engagements et aussi de sa carrière musicale. Ça sera pour tout à l'heure. Mais avant, comme annoncé en titre, tout de suite, direction la Bourse du Travail où plusieurs dizaines de travailleurs se sont réunis ce matin pour un meeting répondant à l'appel de l'UAS, un rassemblement qui marque sans doute le top départ d'une série d'actions de l'unité d'action syndicale après le break dû à la Covid-19. IUTS, mauvaise gestion, manque de dialogue social, ce sont les grands points de revendications évoqués par les orateurs. Rémi Lambert-Nébier. Un meeting à valeur de test selon la coalition des syndicats en lutte qui compte remettre le front social en ébullition. La grève des 8 et 9 juillet est imminente. Pour la coalition, le gouvernement refuse de dialoguer et ne laisse que l'option de la lutte à la partie syndicale. Le gouvernement, depuis quelque temps, développe une communication tendant à faire croire qu'il est ouvert au dialogue, mais que ce sont les syndicats qui ne veulent pas venir à la table de négociation. Notre regroupement n'a reçu à ce jour aucune invitation à une rencontre avec le gouvernement. Pire, le gouvernement n'a répondu à aucune des correspondances que notre regroupement lui a adressées en février et mars 2020. Face au refus obstiné du gouvernement de se pencher sur la plateforme de la coalition syndicale en lutte et à ses attaques répétées contre les libertés démocratiques et syndicales, nous ne pouvons que mener la résistance, poursuivre et intensifier la lutte pour la satisfaction de nos justes préoccupations. Les syndicats de l'éducation, de la santé et des médias ont des revendications spécifiques. Mais le dénominateur commun des revendications des syndicats de la coalition reste la question de l'IUTS. La plateforme que nous avons déposée, que nous défendons, est une plateforme juste, elle est légitime, elle est même patriotique. Le gouvernement ne devrait même pas attendre qu'on envoie de tels types de revendications sur sa table. Nous répétons en dernier mot que l'exigence de l'annulation de l'UTS sur les primes et indemnités des travailleurs du privé, du parapublic et du public, c'est une exigence que nous allons tenir jusqu'au bout. La gouvernance est l'autre point dénoncé par la coalition. L'augmentation des recrutements sur mesures nouvelles et les révélations des faits de corruption au sommet de l'État sont brandis par ce regroupement syndical comme des dérives de la malgouvernance. Là-dessus, l'évolution des événements ces dernières semaines confirme toute la pertinence de ce point. La campagne entreprise par le gouvernement de diaboliser les travailleurs, qui l'accusent de s'accaparer du budget de l'État, dans le dessein de les opposer au reste du peuple, ne saurait prospérer. Il apparaît clairement aujourd'hui que ceux qui pillent et qui volent le peuple se recrutent essentiellement au sein des dignités du pouvoir, membres du gouvernement, présidents d'institutions, députés, directeurs généraux, etc., à travers la corruption, le blanchiment de capitaux, la fraude fiscale, les détournements de deniers publics à ciel ouvert, comme l'attestent les rapports d'enquête parlementaires, ceux de structures comme l'ASE-LC ou le RENLAC, les révélations de presse, etc.
La coalition des syndicats en lutte exige la reprise des cours en septembre afin de permettre d'achever l'année scolaire écourtée par la crise sanitaire. Un service minimum est aussi annoncé par le SYNCHA lors de la grève des 8 et 9 juillet prochains. Voilà, une série d'actions initiées non pas par l'UAS, mais par la coalition des syndicats en lutte. Et on quitte la bourse du travail de Ouagadougou pour une autre esplanade de bourse du travail. Et on change de capitale à Bamako cette fois-ci, où des centaines de jeunes se sont rassemblés hier. Ils ont appelé une fois de plus les autorités maliennes à œuvrer pour la libération de l'opposant Soumaïla Cissé, 100 jours déjà que le président de l'URD a été enlevé par des terroristes. C'était en mars dernier. Mokhtar Barry, John William Sonda, compte rendu. Enlevé le 25 mars dernier, non loin de Nianfonké, son fief électoral, Soumaïla Cissé, le leader de l'opposition malienne, est toujours en captivité. Alors, en pleine campagne pour les législatives qui devaient se tenir dans son pays, l'ancien président de la commission de l'UEMOA vient de passer son 100e jour entre les mains de ses ravisseurs. 100 jours après, un rapt non revendiqué et qui n'aura que trop duré, les partisans de Soumaïla Cissé ont organisé le 2 juillet dernier un rassemblement pour exiger sa libération. Outre les militants de son parti, l'URD, cette manifestation a vu la participation de plusieurs autres acteurs de la scène publique malienne. Tout le monde était représenté ici. Ça nous réconforte dans notre position de croire que Soumaïla Cissé est un homme de paix, c'est un homme de dialogue, c'est un homme d'État, c'est un homme qui a le Mali dans son cœur, c'est un homme qui a été enlevé pendant qu'il servait le Mali, pendant qu'il cherchait le suffrage de ses populations pour venir les représenter ici au niveau de l'Assemblée nationale. Si rien ne permet d'affirmer que Soumaïla Cissé est toujours en vie, d'autant plus que le rapt n'a toujours pas encore été revendiqué, ses partisans restent optimistes s'en remettant aux affirmations du chef de l'État malien. Obligé d'être optimiste parce que nous n'avons pas le choix. Ce jour est particulier pour nous, pour la simple raison que cela fait 100 jours que nous sommes sans Soumaïla Cissé, 100 jours privés de notre lumière, de notre modèle, de l'équilibre politique au Mali que Soumaïla Cissé représente depuis plus de 2 décennies. Alors que les soupçons se dirigent vers la Katiba Massina sous le contrôle du prédicateur Amadou Koufa, l'enlèvement de Soumaïla Cissé et le manque d'informations fiables sur l'identité des ravisseurs plongent le landerneau politique malien dans l'expectative, renforçant de facto l'importance de la marche du 2 juillet. Donc il est important que nous sortions ce jour pour montrer notre mécontentement, exprimer notre indignation à l'opinion nationale et internationale et surtout exhorter les responsables de la sécurité de chaque Malien, que sont les autorités, à redoubler les efforts, à s'investir autant que faire se peut pour que Soumaïla Cissé puisse recouvrer sa liberté dans les meilleurs délais. Parti bat campagne dans les alentours de Nianfonké, Soumaïla Cissé était dans un convoi composé de 2 véhicules et d'une quinzaine de personnes. 100 jours après, la mobilisation pour sa libération a visiblement pris une nouvelle dimension. Retour à Ouagadougou. À quelques mois seulement des élections générales de 2020, eh bien, les états-majors des partis politiques sont en pleine mobilisation au MPP. On n'oublie pas la formation des délégués. Une séance a réuni plusieurs formateurs venus des 45 provinces du Burkina. Luc Pabelgem. Ils sont des responsables du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès, venu de tout le Burkina Faso et réunis à Ouagadougou afin de s'outiller pour affronter sereinement les scrutins électoraux du 22 novembre 2020. La leçon du jour qui sera enseignée à tous, le rôle et les missions du délégué MPP dans le bureau de vote. C'est pour qu'il puisse être l'œil et l'oreille de notre parti. Également, surveiller au niveau de la présidentielle les votes, parce que nous aurons un candidat, et d'ailleurs qui va être connu le 11 prochain, le 11 juillet prochain. Nous allons l'investir, et c'est aussi au nom de ce candidat que nous allons demander à ceux-là qui vont être dans les bureaux de vote pour surveiller l'élection présidentielle, de veiller à ce que tout se passe bien. Le MPP se dit que la confiance n'excluant pas le contrôle, il est de bon ton que le parti forme ses membres afin qu'ils surveillent avec la plus grande attention les bureaux de vote, nonobstant le fait que la CENI garantisse à toutes les parties en compétition une totale transparence. Cette formation, je remercie déjà le parti d'avoir initié cette formation qui va permettre aux délégués des bureaux de vote qui vont suivre la transparence des élections qui vont se dérouler
le 22 novembre 2020, s'il plaît à Dieu. Et donc, c'est une formation pour doter aux délégués des bureaux de vote tous les outils nécessaires pour suivre ces élections. Donc, c'est une formation bienvenue et vraiment très importante pour nous en tant que secrétaires généraux de tous les arrondissements et les communes rurales. Concrètement, cette formation des formateurs, des délégués du MPP dans les bureaux de vote devra permettre aux bénéficiaires de prendre les dispositions pour que de l'ouverture à la clôture des bureaux de vote, des procédures de vote à la tabulation des résultats en passant par le dépouillement, l'intégrité de chaque opération soit garantie. Ils sont burkinabés vivant et travaillant en Italie, rentrés au Burkina pour des raisons diverses. Ils sont restés bloqués pour fermeture des frontières en raison de la pandémie du coronavirus. Eh bien, depuis hier, ils ont pu regagner l'Italie et ce grâce à la collaboration entre la Fédération des associations des Burkinabés d'Italie, l'ambassade italienne au Burkina Faso et le ministère des Affaires étrangères. Ambiance hier à l'aéroport international de Ouagadougou, Abdelaziz Assaré. Certains font des photos selfie pour immortaliser la fin de leur séjour à Ouagadougou. D'autres se font enregistrer avant l'embarquement. Visiblement, ils n'ont que le sourire aux lèvres à l'idée de savoir que dans quelques heures, ils retrouveront leur famille et amis. Ces Burkinabés prennent le vol ce 3 juillet pour l'Italie après plus de 5 mois bloqués au Bercail à cause de la fermeture des frontières due au coronavirus. Je suis vraiment heureux de pouvoir retourner en Italie parce que j'ai trop duré ici. Je travaille là-bas. J'étais venu au pays pour voir ma famille et c'est là que la pandémie de la COVID-19 a commencé, occasionnant la fermeture des frontières. Après avoir passé beaucoup de temps au Burkina Faso, avec la grâce de Dieu, on remercie la famille qui ont organisé cette vol spéciale pour pouvoir nous amener. Voilà. Ils sont au total 182 Burkinabés qui retournent en Italie. Parmi eux, des malades qui vont se faire soigner et des salariés qui partent reprendre le service pour ne pas perdre leur emploi. L'avion chargé de leur transport a été loué par la FABI, la Fédération des associations burkinabés en Italie. L'appareil est venu de Rome avec 36 autres Burkinabés qui, eux, désiraient rentrer au pays. Donc moi, j'ai, fait personnellement le travail de gestion avec la compagnie aérienne, avec les autorités, c'est-à-dire l'ambassade du Burkina, l'ambassade d'Italie que vous voyez ici, le consulat d'Italie et l'ambassade du Burkina à Rome et aussi l'ambassade auprès du Vatican, puisque j'ai impliqué toutes les autorités et j'ai fait le travail de coordination. Et maintenant, pour regrouper la communauté, j'ai donné cette tâche-là à la famille, qui était bien sûr mieux placée pour le regroupement des personnes. Mais le message est venu à travers la famille. Sur les 182 passagers, il y avait 47 personnes qui ont vu leur visa expirer durant leur séjour au pays. Mais grâce à la bonne marche de la coopération italo-burkinabé, ces derniers ont pu obtenir des laissez-passer qui leur ont été délivrés par l'ambassade d'Italie. Je voudrais remercier les autorités burkinabées, notamment le ministre des Affaires étrangères, la ministre de la Famille et la ministre de la Santé. Ils nous ont donné les autorisations nécessaires pour opérer ce vol de l'Italie, qui est une première. Et alors nous voulons remercier parce que ça a été une collaboration très fructueuse avec pas beaucoup de temps. Et ça, c'est un résultat important pour nous, aussi parce qu'on peut conjoindre des enfants qui ont été adoptés. Et ces 3 enfants qu'on peut mener avec nous, avec les familles italiennes qui les ont adoptés. Et ça, c'est un résultat très important. Ce vol spécial est le seul selon la Fédération des associations burkinabées d'Italie. Ceux qui n'ont pas eu la chance de faire partie du convoi seront obligés d'attendre la réouverture des frontières. Lutte contre la COVID-19, la coopération belge vient en appui aux autorités burkinabées. C'est un centre de supervision, d'innovation et de banque de données qu'elle met à la disposition des autorités sanitaires, un instrument fondamental dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Visite guidée de l'enceinte Juliette Tougri, Rémi Lambert-Nibier.
L'évolution de la pandémie du coronavirus est désormais suivie à la loupe par les autorités sanitaires burkinabées. Cette salle de supervision et de monitoring aménagée grâce à l'appui de l'Agence belge de développement permettra d'assurer la surveillance de la propagation de la pandémie au Burkina Faso. Va servir de surveillance et de voir les résultats sur ces plateformes et pouvoir prendre des mesures. Ça va être comme un tableau de bord, un véritable tableau de bord. Et cette salle va aussi servir d'environnement de coworking, d'environnement d'innovation. Et c'est un environnement technologique. Des jeux vont continuer à travailler. Au-delà donc de cette plateforme unifiée, ça offre un environnement adéquat, approprié pour permettre aux jeunes innovateurs de tester de nouveaux produits et des produits qui vont aider à améliorer l'offre de santé dans notre pays. Donc c'est un environnement technologique et nous allons recevoir en plus donc de ces espaces-là des imprimantes 3D pour imprimer des visières et d'autres équipements qui vont certainement aider à prendre en charge donc, ou à mieux protéger le personnel de santé, à aider en tout cas dans la lutte contre la pandémie à coronavirus. La construction de ce centre de supervision rentre dans le cadre du plan d'appui de 3 mois au gouvernement burkinabé élaboré par la coopération belge. Un appui qu'elle s'engage à poursuivre. Notre plan d'action de 3 mois se termine, mais on a décidé, au vu de la situation, de continuer de créer une nouvelle intervention intégrée, santé, mais aussi avec un fort aspect digital, innovation, pour pouvoir répondre à ça. On est encore en discussion, donc une nouvelle équipe a été recrutée. Elle a commencé, pour vous dire, le 1er juillet, pour une période de 2 ans au moins. Et on va encore une fois, au même titre de ce qu'on a fait sur ce plan d'action de 3 mois, écouter, voir l'utilité, prioriser, et surtout mettre l'accent sur tout ce qui a marché et de renforcer tout ça. L'aménagement de cette salle de supervision a coûté environ 44 millions de francs CFA. Durant la période d'avril à juin 2020, ce sont 555 millions de francs CFA que l'Agence belge de développement a consenti pour appuyer le gouvernement burkinabé dans son plan de riposte contre la pandémie du coronavirus. Et on reste toujours dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Eh bien, la mobilisation se poursuit. La société Santamine West Africa manifeste sa solidarité en faisant don de plusieurs produits et matériels médicaux au CHU Tengango. Abdoulaziz Saré. C'est un don d'une valeur de 5 millions de francs CFA destiné à la lutte contre la COVID-19. Il est composé de gel hydroalcoolique, de papier hygiénique et de consommables médicaux. Offert au CHU Tengango par la société minière Santamine West Africa, ce don vise à permettre une meilleure prise en charge des patients. Je voudrais leur dire merci du fond du cœur parce que c'est un don qui vient encore, premièrement, nous montrer l'élan de solidarité pour améliorer la prise en charge des patients. Mais c'est aussi un don qui nous permet d'être mieux outillés encore pour organiser correctement la prise en charge des patients. C'est un grand honneur et c'est un grand plaisir pour nous d'être ici donc, à Tengango et de partager donc, ce soutien qui va nous permettre de renforcer la lutte que nous menons contre le Covid. Le même acte a été posé dans la province du Numbiel, zone d'activité de la société minière. Santamine West Africa a également fait don de matériel de protection et de prévention d'une valeur de 3 millions de francs CFA au centre de prise en charge de la COVID-19 de Bati. Au Burkina, nous sommes tous des Burkinabés. Il y a une situation qui est là. Donc nous pensons, à travers notre conseil d'administration, qu'il faut intervenir. C'est pour cette raison que nous sommes là. Le conseil d'administration a débloqué la somme de 8 millions pour les cliniques de référence à Ouagadougou qui gèrent au quotidien le Covid. Maintenant, nous sommes à Bati aussi. Alors, vous savez qu'à Bati est plus près de la Côte d'Ivoire. Et actuellement, il y a une situation en Côte d'Ivoire. Donc, il faut que très rapidement qu'on intervienne auprès de nos communautés pour pérenniser notre activité là-bas. Donc, c'est pour cette raison. Jusqu'à ce jour, il n'existe aucun remède officiel contre la COVID-19. C'est pourquoi Santamine West Africa invite les Burkinabés à continuer à respecter les gestes barrières.
Voilà, comme annoncé en début de journal, nous retrouvons maintenant notre invité de ce soir, Smarty, artiste, musicien, chanteur, auteur, compositeur, interprète. Smarty, bonsoir. Bonsoir à vous. Merci d'être venu. Alors, vous avez été fait le 26 juin dernier ambassadeur bonne volonté de l'UNICEF, Organisation des Nations Unies pour l'enfance. C'est un titre que vous avez reçu avec quel sentiment? Avec un sentiment de satisfaction, mais le sentiment d'une grande responsabilité. Parce que allier la cause des enfants, l'image des enfants à soi-même, c'est quelque chose qui est lourd à porter et ça nous engage à être soi-même droit et ça nous engage à justement se battre pour leur cause, quoi. Voilà. Alors, ça fait un bon moment que vous militez, que vous menez des combats en faveur des enfants et puis en général des personnes fragiles. Est-ce que vous sentez encore le poids de la responsabilité avec cette nomination? Oui, c'est ce que j'ai dit, parce que je pense qu'à la base, moi, quand je venais à la musique, l'idée pour moi, c'était de faire de la musique pour apporter vraiment réellement un bien-être autour de moi. C'est-à-dire permettre le développement de mon pays, permettre que socialement les gens autour de moi se sentent et qu'ils puissent quand même sentir une amélioration à travers les chansons, à travers les actes que nous posons tous les jours. Et je pense qu'arriver à là, la confiance que une structure comme l'UNICEF place en moi, c'est un honneur. C'est lourd, mais en même temps, c'est un plaisir aussi. C'est un bonheur de donner tout son temps, de donner son énergie pour l'épanouissement des enfants. Alors concrètement, qu'est-ce que vous serez amené à faire? À aller sur le terrain. Je pense que, vous voyez déjà, l'UNICEF déjà mène des actions assez importantes sur le terrain avec le Covid-19 cette maladie-là qui a fait mal quand même cette année. Et la fermeture des frontières, il y a beaucoup de choses qui ont été faites à leur niveau. Vous avez par exemple 70 000 blouses, vous avez 10 000 masques de protection, vous avez une dizaine de respiratoires qui ont été offerts pour le bien-être des populations. Donc, je pense que moi, mon engagement va consister à être à leur côté, à justement permettre à les ouvrir encore beaucoup plus de voix, que ce soit de plus grand, plus petit, parler à tout le monde, afin que les gens puissent savoir réellement ce que fait l'UNICEF et comprendre quel est l'impact de cette structure-là auprès des populations. Et je m'engage aussi à travers mes concerts, à travers toutes mes interviews, à travers toutes les actions que je vais poser, à joindre à ça un côté utile qui va permettre quand même d'obtenir l'épanouissement des enfants, parce que c'est pour ça que je me suis engagé à leur côté. Alors, cela fait plusieurs années maintenant que vous êtes engagé aux côtés des enfants, vous militez pour qu'ils soient protégés. D'où vient cette soif, ce feu qui brûle en vous et qui fait que vous avez envie de protéger les plus faibles? Est-ce que cela vient déjà, pardonnez-moi d'entrer dans votre intimité un peu, vous êtes artiste, oui, voilà, déjà de votre enfance, parce que déjà tout jeune, vous abandonnez les études pour vous occuper de vos frères cadets, parce qu'il y avait manque de moyens à la maison et pour la séparation des parents. Est-ce que vous avez gardé de cette partie, cette époque de votre vie-là, quelque chose qui est resté dans votre cœur, qui fait que chaque fois que vous voyez des enfants qui sont en souffrance, ça vous parle? Oui, j'ai pas eu une enfance facile, hein. Je l'ai chanté dans une chanson qui dure 9 minutes. Je pense que tous ceux qui me suivent savent un peu par quoi je suis passé. Mais par humilité, je tais mon histoire parce que je me dis qu'il y a certains qui n'ont même pas eu la chance d'avoir un père et une mère. Vous avez des enfants qui sont des orphelins. Donc moi, quand je vois des enfants dans cette situation, je me dis, oh, moi au moins j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont été ensemble. Mais voilà, je pense que les adultes, à un moment, ils se séparent. Et ils se sont séparés. Moi, j'avais 8 ans. Après, ça a été... je suis passé par des moments assez difficiles, mais quand je vois ce que je suis devenu, je pense que je regarde en arrière et bon, je me dis qu'aujourd'hui, aucun enfant ne devrait vivre ça. Le rôle d'un enfant, c'est avoir accès à l'eau, avoir accès à la santé, avoir accès à l'éducation. Les enfants n'ont pas à vivre ce que moi j'ai... Voilà, à la protection des parents, c'est ça, l'amour des parents. Et c'est pour ça que je me suis engagé à ça. Moi, personnellement, je me suis dit, si demain je fondais une famille, ce que j'ai vécu, je vais tout faire pour que mes enfants ne le vivent pas. Donc, je pense que ça vient en droite ligne de certains engagements que je me suis moi-même fixés. Et au-delà de ça, les gens me connaissent. De Yélène jusqu'à aujourd'hui, ils savent
quels sont mes engagements, ils savent quels sont les sujets que j'ai touchés. Tant que la musique que je fais, tant que les actes que je pose ne sont pas utiles, je ne m'engage pas. Et dans vos nombreux engagements, vous avez aussi milité pour la lutte contre les mariages forcés, les mariages précoces. Dans une chanson où vous dites « Ne m'appelez pas, madame », vous dénoncez ce phénomène-là. On va écouter peut-être quelques notes de cette chanson « Ne m'appelez pas madame ». Petite fille de mon quartier, elle avait toutes les qualités. Malgré toute l'instabilité sous son sourire qui cachait sa fragilité. Elle était née de parents pauvres, qui toute la vie n'ont fait qu'œuvrer à lui enseigner que la vie est faite de coups de pierre et d'immoralité. Mais aujourd'hui la vie la combat, un homme veut lui mettre la bague au doigt. Ses parents ne lui laissent pas le choix, elle ne voit que le rouge de la cola. Arrive un homme qui lui dit viens en mer. Marty, ce sont des paroles fortes et des images fortes aussi. Comment vous vient l'idée d'écrire cette chanson-là? L'idée vient naturellement, c'est venu d'une inspiration. Moi, l'inspiration, on ne l'explique pas. Elle vient à un moment où, bon, voilà, la chanson, elle a été créée. Après, j'ai été contacté par un des gars de l'UNICEF qui me dit, écoute, voilà, la chanson, c'est top, ça nous intéresserait, surtout pour la campagne qu'on est en train de mener en ce moment. Donc, moi, je pense que c'est les esprits qui se croisent. Et donc, on est allé l'un vers l'autre, et puis ça s'est fait. Et après, on est allé sur le terrain. Ce qui a été intéressant dans cette campagne, c'est qu'on n'est pas resté seulement qu'à une chanson, avec l'UNICEF et avec aussi Art Solidaire qui a porté le projet, à qui je fais un coucou. On est allé sur le terrain, on est allé vers les populations, on est allé dans près de 8 villes, et on a parlé aux gens. Voilà, donc ça n'a pas été qu'une chanson, mais on a été aussi sur le terrain, ça a été ça l'avantage. Des actions de terrain. Voilà. En tout cas, c'est un phénomène qui a pu sur rue au Burkina Faso. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Des adultes qui donnent des enfants, on va mineurs, jamais se le dire, voilà. Mariage et tout ça. Voilà, ce matin, nous allons continuer. Nous sommes un peu pris par le temps. Il n'y a pas de problème. Nous allons parler aussi d'autres engagements. Vous êtes un artiste très, très engagé. Quand on vous voit, vous êtes très calme, mais on a l'impression, peut-être que je me trompe, qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui brûle, il y a un feu. On a l'impression que vous êtes un éternel révolté, que ça se sent dans vos tests vraiment très engagés. Quand on regarde le Chapeau du Chef, quand on écoute le Chapeau du Chef, quand on écoute l'un des derniers singles, 500 raisons, vous avez toujours cette fougue de vouloir dénoncer les travers de la société. Cet engagement-là, qu'est-ce qui vous pousse? Qu'est-ce qui vous motive? Ce qui me motive déjà à la base, c'est le plaisir de prendre plaisir à faire déjà de la musique. Et de prendre plaisir surtout à dire ce qui va et ce qui ne va pas. Je pense que les gens ont tellement mal parce qu'on est dans une situation en Afrique, difficilement on s'en sort. Donc du coup, quand tu racontes le côté sombre, ça attire plus les gens. Mais moi, je suis l'artiste qui peint en fait la société. Dans mes albums, vous allez voir des chansons qui respirent le soleil, vous allez voir des chansons aussi où je dénonce. En réalité, non. Un artiste révolté, non, je ne suis pas révolté. J'ai beaucoup de soleil, il y a beaucoup d'amour en moi. Mais je pense que je suis dans mon rôle d'artiste qui souvent doit dénoncer, doit dire ce qui n'est pas bon et doit dire aussi ce qui est bon. Quand je parle de révolté, je ne parle pas du côté sombre, il parle de l'homme qui veut toujours montrer ce qui ne va pas, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est en ça qu'on est utile. Voilà. Parce que si on doit juste faire de la chanson pour faire danser, moi en tout cas c'est ma conception des choses. Mais vous savez que vos textes parfois froissent certaines susceptibilités à certains endroits, notamment certains politiciens. Oui, je sais, vous n'avez pas peur? Tout n'est pas toujours fait pour plaire. Non, j'ai pas peur, franchement. Je n'ai pas peur parce que j'écris tout ce que je fais avec l'art et l'éducation que j'ai reçu, qui est le respect des aînés. Donc, même quand je fais ça, je n'ai jamais manqué de respect à quelqu'un. Votre credo, c'est d'être un artiste utile. Artiste utile, voilà. Vous le disiez tout à l'heure. On va parler de votre carrière musicale tout de même. Après votre album solo African Colors, c'était en 2012. Vous avez été prix de couverture RFI France 24 en 2013. Et on attend toujours
l'autre album qui ne vient toujours non, pas? Le second album, il arrive parce qu'il a fallu que après le prix découverte RFI, il a fallu que je mène des démarches. J'ai signé avec une maison de disques qui est le label Joe & Co et tenu par Marc Lobronzo et Sébastien Saucé. Donc on travaille sur un album qui normalement doit sortir sur la France. Mais là, ils m'ont donné l'autorisation de sortir un album pour l'Afrique. Je suis en train de le faire. Normalement, on est en train d'établir sur octobre ou le mois de février. Ça va dépendre. Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Hein. J'ai fait deux fois l'Olympia, en première partie du Tikenja et de Magic System. J'ai joué aux États-Unis, à Central Park. Donc il y a plein de choses qui se font quand même. Mais je pense que les gens sont plutôt arrêtés la plupart du temps sur le côté politique, le côté... Alors que non, il y a plein de choses qu'on fait à côté. Donc ça prend du temps, mais c'est pour réellement... Pour un résultat assez positif. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Smarty, moi, je le dis chaque fois, dans des cercles restreints, pour moi, vous êtes une énorme star de la musique en général et de la musique burkinabé. Mais j'ai l'impression que vous êtes sous-coté. Je ne sais pas ce qui bloque. J'ai l'impression que vous êtes sous-coté, notamment au Burkina Faso. J'ai l'impression que vous n'êtes pas porté comme il le faut. Peut-être dans les mois, les années à venir, comment vous analysez la situation? Le bonheur dépend, en fait, le bonheur dépend de là où on se situe. Moi, à un moment, j'ai fait des choix. Et ces choix-là, franchement, je suis heureux d'être dans ces choix-là. Parce que le talent, c'est quelque chose qu'on ne pèse pas. Après, l'inspiration, elle est divine, le succès, il faut laisser les choses aller. C'est juste prendre le plaisir de faire ce qu'on fait. Pour le moment, je prends le plaisir de faire ce que je fais. Et on espère que dans les mois et les années à venir, ce travail que vous faites de manière sous-jacente va porter ses fruits et que vous allez vraiment rayonner encore de manière plus grande. Voilà, nous sommes à la fin de l'entretien. Avant de finir, vous disiez que vous faites aussi des chansons de soleil comme ce featuring avec voilà, avec JT, avec Fleur, une artiste. Voilà. Et c'est sur ces notes de lumière et puis de beauté de l'Afrique que nous allons finir cet entretien. Merci beaucoup. Merci d'être venu.